Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du Récap Crypto. Comme tous les lundis, vous le savez, c'est notre rendez-vous. Maintenant, on se retrouve ensemble pour décrypter l'actualité du marché des crypto-monnaies. Et au programme, cette semaine, évidemment, comment ne pas parler de ces performances exceptionnelles, plus 28% pour Bitcoin depuis le début de l'année 2023. Ça fait vraiment du bien de voir du vert après ces plusieurs mois de bear market. On parlera aussi de ce partenariat exceptionnel entre Amazon et la blockchain Avalanche. On parlera aussi d'un autre côté de ces entreprises qui continuent de licencier en masse dans l'industrie des crypto-monnaies. Et puis, je vous invite surtout à bien rester jusqu'à la fin de cette vidéo puisque je vais vous parler d'un gros projet pour crypto. C'est un projet qui devrait vous intéresser. Donc voilà, je vous invite vraiment à rester jusqu'à la fin. Et je vous propose qu'on rentre sans plus tarder dans le vif du sujet. C'est parti! Et on commence cet épisode du Récap Crypto en parlant du marché des crypto-monnaies qui a décidé de débuter l'année 2023 sur les chapeaux de roue. Le Bitcoin a enchaîné 7 journées d'affilée dans le vert, ça n'est plus arrivé depuis plusieurs mois maintenant et puis il est même allé toucher les 21 500 $, un niveau quand même assez symbolique puisque c'était là où on se situait juste avant l'affaire FTX et toute la chute qu'on a connue ensuite. Les altcoins ont évidemment suivi la tendance, vous vous en doutez, le sol de Solana a terminé la journée de vendredi en plus 31% et a clôturé la semaine à plus 70%. Le AVAX de Avalanche à plus 52% sur la semaine et c'est d'ailleurs lié à une autre actualité dont je vous parlerai tout à l'heure. Vous en avez déjà eu quelques miettes dans l'introduction de cette vidéo. Et puis d'autres altcoins, notamment Decentraland, Mana à plus 85%, Aptos à plus 106%, Curve à plus 50%, Gala à plus 120%. En bref, des performances dignes d'un bull run, d'un bull market. Alors bien que cette succession de bougies vertes soit vraiment appréciable, comme je vous le disais tout à l'heure, ça fait du bien après plusieurs mois de bear market de voir une vraie semaine dans le vert avec des belles performances, il faut quand même rester prudent. La tendance générale sur le marché des crypto-monnaies actuellement est toujours à la baisse et rien ne nous indique qu'on ait véritablement connu un retournement de tendance et donc qu'on soit sorti de ce bear market. Et d'ailleurs, peu importe la tendance, quand on a ce genre de hausse, souvent ça s'accompagne d'une petite correction baissière. Donc voilà, il faut rester prudent. Mais vous le savez, je ne suis pas trader, donc je réserve le privilège de vous faire une analyse de marché à mon cher Vincent Gann. Donc je vous invite à ne surtout pas manquer sa vidéo de demain qui risque d'être très importante et très intéressante au vu du contexte de marché. Et on enchaîne avec une actualité beaucoup moins positive, mais comme je vous le disais, on est quand même sur une tendance globale de bear market. Et justement, dans ce contexte, la plateforme d'échange de crypto-monnaie Coinbase a annoncé qu'elle devrait réduire ses dépenses et ça passe par le licenciement de 950 personnes. Pour rappel, et certains d'entre vous doivent s'en souvenir puisqu'on en a parlé ensemble dans un épisode du Récap Crypto, il y a 6 mois environ, Coinbase se séparait déjà d'une bonne partie de son effectif, 18% plus précisément, ça représentait quand même 1100 personnes, mais cette semaine, Brian Armstrong, lorsqu'il a annoncé donc ces nouveaux licenciements, il a expliqué qu'il aurait été plus judicieux pour la plateforme de licencier beaucoup plus de personnes il y a 6 mois. En tout cas, ça leur aurait permis de mieux traverser cette période de bear market. Et dans la foulée, on apprenait qu'une autre plateforme d'échange de crypto-monnaies centralisée, bien connue aussi, Crypto.com, devait se séparer de certains de ses employés pour également pouvoir mieux affronter le bear market. Cette fois-ci, on parle de 20% des employés et également, il y a 6 mois, dans la première vague de licenciements, Crypto.com avait déjà licencié 5% de son effectif. Et la raison, cette fois-ci évoquée par le PDG de Crypto.com, c'est l'affaire FTX qui a entaché la réputation des plateformes d'échange centralisées et qui a donc directement impacté les affaires et le business de Crypto.com. Et on enchaîne avec une information qui est parue la semaine dernière et qui a fait beaucoup de bruit. Amazon Web Services, AWS, qui est donc la filiale d'Amazon spécialisée dans le cloud computing, s'est associé avec Avalabs, qui est en charge du développement de la blockchain Avalanche, avec pour objectif d'accélérer l'adoption de la blockchain par les entreprises, les institutions et les gouvernements. Évidemment, cette annonce n'a pas tardé à enflammer les investisseurs et le AVAX de Avalanche a entamé un rallye haussier exceptionnel de plus 32% en l'espace de quelques heures ce mercredi soir. Alors qu'est-ce qu'il faut attendre de ce partenariat? Eh bien concrètement, Amazon Web Services prend désormais en charge tout l'écosystème d'Avalanche et toutes ses applications décentralisées. Autrement dit, si vous êtes un client d'AWS, eh bien vous pourrez en quelques clics seulement déployer un nœud sur la blockchain d'Avalanche et la connecter au réseau grâce au cloud computing. Mais surtout, ce que je trouve véritablement intéressant, c'est que Avalabs va pouvoir proposer
un vrai service à valeur ajoutée grâce à AWS, mais grâce surtout à sa technologie de subnet. Ces subnets étant ces fameux sous-réseaux qui viennent se connecter au réseau principal. Et concrètement, à l'avenir, ce qu'on pourrait envisager, c'est que le déploiement de subnets sur Avalanche soit ajouté à la marketplace d'AWS, ajouté en tant que service que l'on peut acheter. Et donc, on pourrait envisager que n'importe quel individu ou n'importe quelle entreprise vienne construire son propre subnet sur Avalanche, adapté à ses besoins tout simplement. Voilà, après Polygon et Google, on a donc Avalanche et Amazon qui s'associent. Alors, pour conclure sur cette actualité, je me permets quand même d'émettre une petite remarque. Bien que le réseau Avalanche dispose de quasiment 1200 nœuds validateurs, il faut quand même rester vigilant. Le fait de déléguer à des services de cloud computing comme AWS, ça peut représenter une véritable menace pour la décentralisation du réseau qui est quand même la composante principale de sa bonne santé. Et on termine cet épisode du Récap Crypto avec une actualité qui est une grande première pour la finance décentralisée. La Société Générale Forge, donc la filiale de la banque française spécialisée dans l'industrie des crypto-monnaies, a utilisé pour la première fois son Vault, donc son coffre-fort sur le protocole MakerDAO pour emprunter et donc minter 7 millions de dollars de stablecoin DAI. Et oui, vous avez bien entendu, ça peut paraître paradoxal, mais en effet, on a une entité du monde bancaire traditionnel qui interagit avec la finance décentralisée, avec la DeFi, deux mondes qui sont censés fonctionner indépendamment. Et pourtant, c'est bien ce qu'il s'est passé. La Société Générale Forge a réalisé sa toute première transaction de DeFi sur MakerDAO. Pour remettre dans le contexte, le 16 juillet dernier, la communauté de MakerDAO a voté en faveur d'une collaboration historique avec Société Générale Forge. Ça impliquait la création d'un coffre-fort RWA, Real World Assets, qui permettait à SG Forge d'emprunter jusqu'à 30 millions de dollars en stablecoin DAI. En contrepartie, la garantie est assurée par des OHF tokenisés sur la blockchain Ethereum. Alors ces OHF, ce sont des obligations sécurisées d'une valeur de 40 millions de dollars et qui sont adossées à des prêts immobiliers. Et ils ont obtenu le classement de AAA, donc c'est la note maximale qu'on peut leur attribuer. Et d'ailleurs, cette actualité, elle n'a pas fait l'unanimité, ou du moins en tout cas, elle a laissé quelques personnes un petit peu perplexes, notamment dans le fonctionnement du phénomène de liquidation. Imaginez que demain, le marché de l'immobilier venait à s'effondrer et donc que la valeur de ces obligations passait en dessous du montant qui avait été emprunté par la Société Générale Forge. Il faudrait donc liquider cette position. Mais comment est-ce qu'on fait avec un marché de l'immobilier qui n'est pas aussi liquide que le marché des crypto-monnaies ? Plus concrètement, il est beaucoup plus compliqué de trouver un racheteur pour vos emprunts immobiliers plutôt que de trouver un racheteur pour vos bitcoins. C'est pour ça qu'on dit que le marché n'est pas aussi liquide. Et c'est donc pour ça que le processus de liquidation n'est pas automatique comme d'habitude, mais il est bel et bien manuel. Et oui, comme prévu depuis la création de ce coffre-fort en 2020, il y a un tiers de confiance qui est chargé quotidiennement, ou du moins tous les jours ouvrables, de surveiller l'obligation, de vérifier que cette obligation correspond toujours aux exigences de la garantie. Et si ce n'est pas le cas, alors la Société Générale a 5 jours pour pouvoir ajouter du collatéral supplémentaire sous peine d'être liquidé. Et je termine cet épisode avec une actualité qui n'en est d'ailleurs pas vraiment une, mais ce samedi, j'ai sorti un dossier pour Cryptost qui traite du bear market, du bull run, comment est-ce qu'on peut anticiper la fin du bear market et comment est-ce qu'on peut donc prévoir le début du prochain bull run. Pour ça, je me suis penché sur les données de Bitcoin depuis 2010. J'ai analysé les précédents cycles baissiers et haussiers pour pouvoir estimer un petit peu où nous en sommes dans le cycle baissier actuel que nous traversons. Et dans un second temps, je me suis aussi penché sur le phénomène du halving, vous savez, cet événement qui est souvent présenté comme l'élément déclencheur du bull run. Est-ce que ce sera le cas pour le prochain bull run ou est-ce que cette narrative est désormais essoufflée? Et dans un dernier temps, j'ai présenté les quelques éléments clés qui, à mon sens, devront être observés avant de pouvoir véritablement penser à un retournement haussier et donc à une reprise de bull run pour le marché des cryptos. Bref, si ça vous intéresse, je vous invite à consulter cet article, ce dossier complet. Le lien s'affiche normalement en haut à droite de votre écran. Donc voilà, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à lire cet article et à donner vos retours aussi dans les commentaires. Voilà, on a fait le tour des actualités crypto de cette semaine, mais je vous avais demandé de bien rester jusqu'à la fin parce que je voulais vous parler d'un énorme projet pour Cryptost. Eh bien, ce projet, c'est le lancement de la deuxième édition de son journal papier. Alors pour ceux qui suivent de près les actualités de Cryptost, vous savez que l'été dernier, on a lancé une première édition du journal papier qui a bien fonctionné, voire même très bien fonctionné. Et donc face à ce succès, on a décidé de lancer une deuxième édition de ce journal papier. Mais cette fois-ci, on a décidé de mettre l'accent sur l'aspect communautaire. Et donc, on va lancer une collection de 400 NFT qui seront liés de très près à ce journal papier. Alors avant de parler de l'aspect NFT, parlons d'abord de ce que contient ce journal. La nouvelle édition du journal de Cryptost comprendra un poster grand format du Cryptost 21.
Le Cryptos 21, c'est une liste des 21 personnalités crypto francophones qui ont contribué à la démocratisation de l'industrie des cryptos au cours de l'année 2022. Alors ce journal contiendra également une interview exclusive de Jean-Noël Barrot qui est le ministre délégué à la transition du numérique et aux télécommunications qui donnera son avis sur l'avenir du marché des crypto-monnaies sur l'année 2023. On aura également une enquête sur la situation de la France dans l'industrie du Web3 et un dossier qui reprendra les faits marquants de l'année 2022 ainsi qu'un top 5 des cryptos à suivre sur l'année 2023 et bien d'autres surprises bien entendu. Et en parallèle, donc, Cryptos lance sa toute première collection de NFT qui sera étroitement liée à son journal et à l'avenir du journal. Concrètement, chacun de ces 400 NFT représentera un fragment de la une du journal et donnera accès à son détenteur à une version inédite, collector, numérotée à la main de cette deuxième édition du journal papier. Mais aussi, ça donnera accès à des cas d'usage plus Web3 et notamment l'accès à une organisation autonome décentralisée, une DAO, liée au journal papier. Donc concrètement, en étant détenteur de ce NFT, vous pourrez voter pour la ligne éditoriale des futures éditions de ce journal papier. Donc concrètement, par exemple, le choix du sujet principal, le choix des intervenants, le choix des partenaires et bien d'autres choses encore. Donc voilà, vous l'aurez compris, en détenant un de ces NFT, vous détiendrez aussi un petit morceau de l'histoire du journal papier de Cryptost au sens propre comme au sens figuré du terme. Et concernant les détails techniques, ces 400 NFT seront hébergés sur la blockchain Polygon. Ils seront vendus à un prix de 100 Matic l'unité. Si vous voulez avoir plus d'informations au sujet de cette collection de NFT, je vous invite à suivre Cryptost sur ses réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Vous aurez toutes les informations importantes et intéressantes à ce sujet. Et je vous donne aussi rendez-vous donc le 18 janvier à 18 h. Notez bien la date pour le mint de cette première collection de NFT de Cryptost. Voilà, c'en est tout pour cet épisode du Récap Crypto. J'espère comme d'habitude qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à nous faire vos retours dans les commentaires. Bien entendu, n'hésitez pas aussi à nous dire si vous prévoyez peut-être d'acheter ce NFT, de minter ce NFT du journal de Cryptost. Bref, je vous souhaite de passer une excellente semaine et je vous dis comme d'habitude à lundi prochain.